le professeur donc, William Turpin, donc, qui est à distance et qui du coup donc, travaille à l'université de Toronto et qui va nous parler de la cohorte GEM dont vous avez, je suis sûr, déjà entendu parler. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Ok. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Il y a déjà pas mal de questions intéressantes juste avec la présentation précédente. Juste par avance, je tiens à m'excuser un peu pour mon français scientifique. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pratiqué. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par introduire le topo des Mickey au Canada. Et un peu partout, comme dans le globe, les Mickey posent un problème au Canada, puisqu'on estime que à peu près un demi-million de Canadiens auront une forme de Mickey d'ici 2035. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a toujours pas vraiment de traitement qui soit absolument efficace. Et peut-être que c'est lié à l'absence de compréhension des mécanismes impliqués dans le développement des Mickey. Alors, la plupart des études qui ont été réalisées dans ce contexte sont des études cas contrôle, donc qui comparent des individus sains à des individus qui ont une forme de Mickey. Et le problème de ce genre d'études, c'est qu'il est difficile de savoir si les différences observées sont liées à cause de la présence d'inflammation ou des traitements médicamenteux. Et alors, dans ce contexte, en fait, le projet GEM, donc, qui a été créé en 2008 par Ken Croteau, a pour but de recruter 5000 participants donc, qui ont un lien de parenté au premier degré avec un patient atteint de la maladie de Crohn. Et ces individus sont suivis au cours du temps, tous les 6 mois, jusqu'à ce que certains d'entre eux développent la maladie de Crohn. Et puisque tous ces participants ont donné des échantillons d'urine, fécaux, sanguins, ils ont complété des questionnaires environnementaux et au niveau de leur nutrition, eh bien, on peut mieux comprendre quelle est la différence entre les individus qui, plus tard, ont développé la maladie de Crohn et comparer ces données aux individus qui, eux, sont restés sains pendant cette période de temps. Alors, ce qu'on peut voir ici un peu sur cette carte, c'est que donc, la majorité de ces participants proviennent du Canada, mais on a aussi une proportion assez importante d'individus qui proviennent des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Israël. Alors, à partir de cette cohorte, en fait, on a pu démontrer tout un tas de facteurs qui étaient impliqués dans la maladie de Crohn. Et donc, alors je sais que c'est un peu un tableau avec beaucoup d'informations, mais l'idée derrière, c'est juste concentrer sur les données du GEM. On aura un topo par Jean-Fred juste après qui parle d'une autre cohorte qui aussi étudie la phase préclinique de la maladie de Crohn. Et donc, si on regarde à peu près ce qu'on a démontré, c'est qu'il y a une augmentation de la perméabilité intestinale, des différences au niveau des métaboliques urinaires, fécaux et au niveau sérique, des différences au niveau du protéome. On est en train aussi de regarder au niveau des questionnaires. On a mentionné les facteurs multiplex et en fait, on a pu aussi démontrer que les individus qui avaient au moins 2 individus atteints de la maladie de Crohn, les personnes de la même famille ont aussi un risque beaucoup plus élevé qui est expliqué notamment par une augmentation de la calprotectine. Alors, au niveau immunitaire, en fait, on est en train aussi de regarder, toujours en utilisant cette cohorte, au niveau des PBMC, pour regarder s'il y a certaines populations de cellules immunitaires qui sont impliquées dans la maladie de Crohn. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans toutes ces études, mais j'en ai choisi deux pour vous présenter aujourd'hui. Donc, la première, et donc ça, c'était l'une des premières études qui ont montré que la perméabilité intestinale, l'augmentation de la perméabilité intestinale, est associée à un risque plus élevé de développer la maladie de Crohn. Alors, la façon dont on a réalisé ça, c'est chaque participant a bu une solution de lactulose et de mannitol. Et parce que le lactulose est une molécule qui est beaucoup plus grosse, elle peut uniquement traverser l'épithélium s'il y a des dommages au niveau de l'épithélium.
Et le mannitol, lui, est une molécule qui représente plus la surface d'absorption totale. Et donc, en utilisant cette mesure de lactulose et du mannitol dans la fraction urinaire, en fait, on peut estimer la perméabilité intestinale de façon in vivo. Et donc, ce qu'on peut voir ici dans le Kaplan-Meier plot, en rouge, on peut voir que les individus qui ont un Lachman supérieur à 0,3, donc qui veut dire qui ont une augmentation de la perméabilité intestinale, ont un risque qui est 3 fois plus élevé de développer la maladie de Crohn comparé aux individus qui ont une perméabilité dite normale. Alors plus tard, on a pu aussi démontrer que cette perméabilité intestinale, en fait, elle est également associée à la composition et à la fonction du microbiote. Et par la suite, on a aussi démontré directement que le microbiote en lui-même est aussi associé au développement de la maladie de Crohn. Alors, ce qui a été réalisé ici, c'est en prenant la cohorte GEM, on a pris les 2 tiers de cette cohorte pour développer un modèle de prédiction qui utilise les données microbiennes et on a testé la capacité de prédiction dans le dernier tiers qui n'a jamais été utilisé pour développer le modèle. Et donc, ce qu'on peut voir au milieu ici dans ce Kaplan-Meier plot, c'est que les individus qui ont un score microbien élevé, donc indiqué en rouge ici, eh bien, ils ont un risque à peu près 2 fois plus élevé de développer la maladie de Crohn comparé aux individus qui ont un score microbien plus faible. Alors, tout ça, ça a été fait au niveau du CESS, donc au niveau de la composition du microbiote, et on est en train de regarder au niveau de la fonction de ce microbiote. Alors, ce que je vous montre à droite ici, c'est la mesure de l'activité neuraminidase au niveau des échantillons fécaux. Et on a trouvé, par exemple, que les individus qui plus tard ont développé la maladie de Crohn ont une activité neuraminidase qui était plus élevée que les individus qui sont sains. Alors ça c'est intéressant dans le contexte qu'on a déjà des traitements médicamenteux qui visent la neuraminidase. Alors est-ce que potentiellement c'est un outil thérapeutique pour potentiellement mitiger le risque de la maladie de Crohn? Ça reste à démontrer. Et toujours dans ce contexte de pouvoir mieux comprendre la fonction du microbiote dans le risque de développer la maladie de Crohn, on est aussi en train de générer une collection de bactéries isolées des individus qui soit sont restés sains ou ceux qui ont développé plus tard la maladie. Et en parallèle de tout ça, dans le projet GEM, en fait, on a 125 individus qui ont développé la maladie de Crohn au cours de l'étude, mais on a 65 individus pour lesquels on a une famille, donc qui a 2 enfants. L'un des enfants développe la maladie de Crohn, l'autre reste sain. Et parmi ces 65, on a utilisé 13 familles, 13 pères, pour lesquels on a pris l'échantillon fécaux de l'enfant qui a développé la maladie de Crohn contre l'enfant qui, lui, est resté sain pour pouvoir comprendre quel est le rôle du microbiote dans le développement de la maladie de Crohn. Et donc, ces échantillons fécaux ont été transférés dans des modèles axéniques, hein, donc c'est le T-cell transfert. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les souris qui ont été colonisées à partir des échantillons fécaux des individus qui plus tard ont développé la maladie de Crohn, en fait, ont une augmentation des dommages au niveau histologique de l'iléum. Et on a aussi une augmentation de la lipocaline, donc qui est un marqueur d'inflammation chez la souris, qui est beaucoup plus rapide chez ces souris, donc colonisées par un microbiote collecté avant le diagnostic de la maladie de Crohn. Alors, à partir de toutes ces données, donc du microbiote, mais aussi de toutes les données multiomiques qui ont été générées, on peut commencer peut-être à se poser la question, est-ce que c'est possible de modifier la maladie de Crohn? Et comment se faire? Alors, peut-être que ça a été mentionné juste avant, la première étape, c'est de pouvoir identifier les individus le plus à risque de développer la maladie de Crohn. Et c'est pourquoi, en fait, on a créé un autre modèle de prédiction qui, cette fois-ci, intègre les données de fonction microbienne, de composition microbienne, d'inflammation, notamment par la calprotectine, la perméabilité intestinale,
ainsi que les facteurs démographiques, donc qui incluent donc les facteurs multiplex, l'âge, etc. Et on a combiné toutes ces données pour développer un modèle de prédiction dans la partie nord-américaine du GEM Project. Et donc ce modèle a été développé dans la première moitié, dans 50% de la cohorte nord-américaine, et ensuite on a validé cette capacité de prédiction dans la deuxième moitié de la cohorte nord-américaine. Et donc ce qu'on peut voir à gauche, c'est la capacité de ce modèle de prédiction à prédire la maladie de Crohn dans la deuxième moitié donc de la cohorte nord-américaine. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que ce modèle en fait permet de prédire une assez bonne prédiction d'identifier les individus qui sont plus à risque de la maladie de Crohn avec un C-index de à peu près 80%, donc le plus proche de 1, le meilleur est le modèle de prédiction. Et ce qu'on a aussi réalisé, donc ce n'est pas vraiment une cohorte externe puisqu'elle fait toujours partie du GEM, mais dans la partie de la cohorte GEM qui ont été recrutés en Israël, on a aussi testé ce modèle de prédiction et en fait on retrouve un score de prédiction qui est à peu près semblable, à peu près à 80%. Alors, évidemment, ce n'est pas la fin de cette étude, hein. On peut toujours améliorer ce modèle de prédiction et ça pose aussi des soucis au niveau de la faisabilité d'utiliser tous ces outils pour mesurer le risque de la maladie de Crohn. Mais la question qu'on s'est posée ensuite, c'est est-ce qu'on peut faire mieux au niveau de la prédiction? Alors, dans ce contexte, en fait, on a décidé d'inclure encore plus de données multiomiques dans le but de savoir si il y avait d'autres facteurs qui étaient impliqués dans la maladie de Crohn. Et dans cette sous-étude du GEM, en fait, on a utilisé un design donc, qui est un nested cohort, en fait, ce qui permet pour chaque individu qui a développé la maladie de Crohn de trouver d'autres individus qui sont restés sains pendant la même période, qui ont le même âge, le même sexe et qui ont la même géographie. Et donc, ce qu'on peut voir au milieu, c'est les modèles de prédiction quand on regarde chacun des données donc, au niveau des métaboliques sériques, au niveau de la protéomique, la calprotectine, la CRP, la réponse antimicrobienne, anticorps antimicrobienne, le CESS et la perméabilité intestinale. Et donc, ce qu'on peut voir au milieu, c'est que la métabolique sérique, en fait, permet d'avoir une prédiction qui est en fait supérieure à la calprotectine, à peu près à 87%, donc qui indique qu'il y a beaucoup d'éléments qui expliquent le risque de la maladie de Crohn par la métabolomique sérique. On a aussi combiné toutes ces données dans cette cohorte, donc c'est à peu près 300 individus qui avaient toutes ces données collectées et générées. Par contre, on n'a pas pu augmenter le modèle de prédiction. On est à peu près, on était à 90%, donc c'est numériquement supérieur à la métabolique sérique uniquement, mais ce n'était pas significatif en termes de différence. Par contre, quand on regarde au niveau des facteurs qui contribuent à ce modèle de prédiction, donc ça c'est l'histogramme qu'on peut voir à droite, en orange, on peut voir que la calprotectine reste un facteur qui est très important et qui permet d'expliquer la capacité du modèle à prévoir le futur risque de la maladie de Crohn. Et tout ce qui est en vert, en fait, ce sont des métabolites donc qui contiennent du tryptophane, la vitamine C, des sphingolipides, qui expliquent le risque de la maladie de Crohn. On retrouve aussi des protéines, par exemple CXCL9, et certains microbiotes, notamment Ruminococcus dorcas. Alors, ce qu'il faut retenir de ce modèle, c'est que la calprotectine fécale apparaît comme étant toujours un modèle, un facteur de risque assez puissant pour estimer le risque de développer la maladie de Crohn. Alors, dans ce contexte, je sais qu'il y avait une question avant qui demandait est-ce que c'est possible de modifier la maladie de Crohn. Et je pense que ça a été très bien répondu que reste un challenge de réaliser cette étude. Par contre, ce qu'on peut réaliser, c'est que si la calprotectine est un facteur majeur de risque de développer la maladie de Crohn,
alors peut-être que si on diminue la calprotectine, on peut diminuer le risque futur de développer la maladie de Crohn. Et alors, dans ce contexte, en fait, j'ai réalisé une étude qui utilise l'alimentation pour pouvoir modifier la calprotectine. Et alors, la plupart des études de nutrition comparent un régime alimentaire A contre un régime alimentaire B. Cette étude ici consiste à identifier quels sont les éléments de l'alimentation d'un certain individu et de regarder si la calprotectine varie en fonction de l'alimentation. Donc, le but ici, c'est vraiment de pouvoir donner des conseils alimentaires qui sont vraiment personnalisés. Alors, sans rentrer dans les détails statistiques, donc qui est basé donc sur des probabilités, donc qui s'appelle le Bayesian Neural Network Survival Model. L'idée dans tout ça, c'est de collecter les données alimentaires au jour 1. Donc, en fait, tous les participants ont pris des photos de tout ce qu'ils mangeaient. Et en fait, cette image, elle est reconnue par intelligence artificielle, donc qui permet de détecter quels sont les nutriments, quels sont les aliments consommés par cet individu. Et les individus font ça pendant 7 semaines. On collecte aussi des échantillons fécaux qui permettent de mesurer le microbiome et la calprotectine. Et donc, toutes les données du jour 1 sont utilisées pour prédire la calprotectine au jour 2 et ainsi de suite. Les données collectées au jour 2 permettent d'estimer le jour 3 et on continue comme ça. On utilise le jour 3 pour prédire le jour 4 et on continue ça sur 7 semaines. Et à la fin de cette analyse, en fait, on a des modèles, 27 modèles, parce qu'on a 27 participants, de modèles de prédiction qui permettent d'identifier quels sont les éléments de l'alimentation qui sont associés à une réduction ou une augmentation de la calprotectine. Alors à droite, ce sont juste 2 résultats préliminaires pour 2 participants. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a à peu près 50% des nutriments qui ont un effet similaire chez tous les participants. Mais on a aussi des effets qui sont beaucoup plus spécifiques. Par exemple, le bêta-acélique acide a un effet sur le premier participant, mais absolument aucun effet sur le participant 17. Et inversement, par exemple, au niveau du calcium, on a trouvé que chez le premier participant, c'était plutôt un facteur de risque, alors que chez le deuxième participant, c'est plutôt un effet qui est protecteur. Donc ça nous donne des pistes pour pouvoir imaginer des suggestions alimentaires qui permettent de moduler la calprotectine et peut-être par extension le risque de développer la maladie de Crohn. Alors, pour la suite, c'est un petit peu différent hein, et ça, c'est notamment parce que je sais qu'il y a un intérêt pour l'environnement dans cette journée. Et donc, je suis sûr que ça a été mentionné plus tôt, mais il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui sont associés au développement de la maladie de Crohn. Au niveau du projet GEM, on a des données au niveau du questionnaire, on a aussi le code postal. Et donc ça reste des données qui peuvent être biaisées, notamment parce que c'est basé sur des questions. Mais on peut aussi mesurer de façon plus objective les mesures d'exposition de l'environnement. Et ça peut se faire par l'étude des méthylations, de l'exposome et aussi du FIPSIC qui contient, en fait, qui permet de détecter la présence d'anticorps contre certains éléments environnementaux qui peuvent être détectés. Donc, c'est aussi une approche secondaire d'utilisation du FIPSIC. Alors, pour aujourd'hui, en fait, je vais juste me concentrer sur les données du questionnaire et juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec les projets ce type de données pour le GEM. Ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que les individus qui vivaient avec un chien entre 5 et 15 ans, en fait, ils ont un risque qui était plus faible de développer la maladie de Crohn. Donc ça, c'est la courbe bleue dans ce Kaplan-Meier-Plots, comparé aux individus qui n'ont jamais vécu avec un chien. On a aussi regardé au niveau tranche d'âge, donc 0 à 1, de 1 à 5, etc. Et donc, dans les autres groupes, ce n'était pas significatif. Pourtant, en fait, il y avait toujours une tendance qui était vraiment similaire. Au niveau biologique, on a ensuite regardé quelle est la différence entre les individus qui vivaient avec un chien ou non. Et en fait, on a trouvé que les individus qui vivent avec un chien, en fait, ont une diminution de la perméabilité intestinale et une augmentation
de la diversité microbienne, donc qui suggère que ça peut être un des mécanismes de protection impliqués par vivre avec un chien. Juste rapidement au niveau du code postal, hein, donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que je sais que c'est pas toujours facile à avoir, mais comme on a accès au code postal en fait et en triangulant avec les stations météorologiques, on peut avoir une meilleure estimation de l'exposition des polluants atmosphériques à un temps donné, à un endroit donné. Et en utilisant ces données, en fait, on a pu regarder si les polluants atmosphériques avaient un impact quelconque sur la perméabilité intestinale, l'inflammation et le microbiote. Alors, ce qu'on a trouvé rapidement, c'est que beaucoup de microbiotes, en fait, ont une abondance qui est affectée par la présence de certains polluants atmosphériques. Alors, je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de personnes à remercier, notamment Ken, euh, tous les membres du GEM et tous les hôpitaux qui ont été impliqués dans le recrutement de la cohorte du GEM, euh, les sources de financement et tous les participants qui ont accepté de nous joindre dans cette expérience. Merci. Un grand merci, Williams. Ton anglais est parfait. Ton français, pardon, est parfait. Pardon, excuse-moi. Non, c'était parfait. On t'a parfaitement compris. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, première question. Merci. Je voudrais rentrer dans le détail de l'analyse qui a été faite sur 7 semaines avec des photos prises par les patients. Vous avez parlé du coup d'une réaction qui était différente en fonction de l'aliment et en fonction de l'individu. Est-ce que, en plus de on va dire de l'aliment, la qualité de l'aliment a été prise en compte, la cuisson, la manière dont c'était mangé, d'autres paramètres? Voilà. Oui et non. En fait, ça dépend de comment la personne a décidé de prendre la photo. Parce que la méthode qu'on utilise, en fait, c'est une application qui est développée plutôt pour les patients qui ont déjà la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Et en fait, cette application, si on prend la photo de l'aliment avec l'emballage, en fait, ça permet d'avoir une estimation qui est beaucoup plus précise du contenu de ce qu'il y a dans l'assiette. Donc ça a été réalisé de cette façon. Après, on a toujours les données de photos et revenir manuellement pour pouvoir estimer s'il y a une différence au niveau de la qualité de l'alimentation. Je ne sais pas si ça vous répond à votre question. Merci beaucoup pour votre intervention et toutes ces magnifiques études à partir d'un cohorte, c'est quand même passionnant. Dans cette même étude, en fait, vous prenez une différence du jour 1 au jour 2, du jour 2 au jour 3, ce qui sous-entend que la calprotectine va être modifiée d'un jour à l'autre. Et si ce n'est pas le cas, si on prend par exemple 48 heures ou 72 heures, ça fait quoi? Ah oui, non, en fait, c'est vraiment en fonction des participants, on a une dynamique de la calprotectine qui est très variable. En fait, on a des individus qui ont la calprotectine qui reste complètement stable, en fait, il n'y a pas du tout de changement. Et chez certains individus, on peut voir que dès qu'il y a un changement d'alimentation, en fait, la calprotectine augmente très rapidement, très haut, et redescend aussi très rapidement. Donc, c'est vraiment un élément qui est vraiment très dynamique. Et donc, ça, c'est une des limitations, c'est que ce modèle de prédiction, en fait, elle nécessite certaines variations de la calprotectine pour pouvoir mesurer quels sont les facteurs qui contribuent à l'augmentation ou à la diminution. Bonjour, merci pour cette étude de cohorte est absolument phénoménale, donc bravo pour tous ces résultats, c'est important pour nous. Et donc la question qu'on se pose, et Jean-Fred est là, donc c'est un sujet qu'il aime bien. Et je crois qu'il a une question en plus. Oui, il a tout le temps des questions, Jean-Fred. Est-ce qu'on peut anticiper la maladie? Est-ce qu'on peut prédire la maladie? Donc là, il y a plein de résultats qui montrent que, oui, la perméabilité intestinale, oui, le microbiote, oui, avoir un chien, etc.
quand on a entre 5 et 15 ans seulement. C'est quoi le modèle parfait? C'est un modèle qui serait uniquement biologique? C'est un modèle qui va combiner des marqueurs biologiques, métabolomiques, etc., plus des marqueurs épidémiologiques qu'on va recueillir à l'interrogatoire par des questionnaires comme ce que vous avez fait? C'est quoi le meilleur modèle pour prédire et surtout pas se tromper? Parce qu'on va discuter dans pas longtemps avec Jean-Fred que ce qu'on peut, quand on a une prédiction qui est forte, on a envie d'intervenir. Oui. Alors, le modèle parfait, il y a aussi des limitations techniques, hein, parce que si certains, par exemple, le mesure de la métabolomique, si ça prend plusieurs mois à générer ce type de données, c'est difficile d'avoir un outil qui est utilisable rapidement. Alors, ça a été mentionné avant, les facteurs démographiques, la multiplex ou avoir un lien de parenté, c'est des premiers facteurs, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Et même dans ce contexte, même si la calprotectine est un facteur de risque majeur dans le développement de la maladie de Crohn, on a toujours, parmi tous les individus du GEM, en fait, dans les 5000, il y en a à peu près 200-300 qui ont une calprotectine qui est au-delà de 250. Et en fait, 95% de ces individus sont restés sains pendant plus de 10 ans. Donc ça veut vraiment dire que ce n'est pas une chose facile d'avoir un modèle qui est stable. Je pense qu'avoir des données longitudinales, en fait, permet d'identifier quels sont les facteurs qui sont plus stables au cours du temps. Et peut-être quand on regarde au niveau des facteurs, des anticorps antimicrobiens, ça c'est quelque chose qui est un peu plus stable dans le temps. Alors, est-ce que c'est l'outil idéal pour prédire et pas se tromper dans l'identification de la maladie de Crohn? Ça reste à discuter. Après, je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est comment réduire la maladie de Crohn. Parce que s'il y a un risque d'erreur qui est important, mais que l'intervention consiste à dire changer une alimentation qui est plus saine, je pense que les risques sont assez limités. Au contraire, si on commence à avoir des traitements médicamenteux où il peut y avoir des effets néfastes, là, effectivement, ça reste un challenge un peu plus important. Je n'ai pas vraiment de réponse pour expliquer ou pour pouvoir donner des pistes sur quel est le meilleur modèle pour être absolument sûr que quelqu'un ne va pas développer la maladie de Crohn ou va développer la maladie de Crohn, malheureusement. Oui, je trouve que la discussion est beaucoup autour de la calprotectine et je trouve que vous êtes très honnête dans vos propos, c'est-à-dire que en fait, si on tient compte de la calprotectine qui quelque part est déjà un marqueur d'inflammation dans l'intestin, eh bien tout ce qui est développé, y compris le microbiote, parce que le microbiote qui prédit la maladie, en fait, quand on tient compte de la calprotectine, ça prédit moins. C'est limite de la signification, le modèle publié dans Gastro. Et donc, on peut se demander si effectivement le point qu'on veut atteindre, c'est de ne pas faire monter la calprotectine. Alors moi, je comprends que les gens qui ont une calprotectine élevée ne sont pas malades parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Peut-être si on fait une fibroscopie, ils ne sont pas... Enfin, je ne sais pas ce que ça donne, mais on peut quand même imaginer que le point qu'on souhaite avoir, c'est un readout sur la calprotectine plutôt que sur la maladie étiquetée. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire. Je ne sais pas, vous y réfléchissez depuis plus longtemps que moi, évidemment. Et c'est ça qui serait intéressant, parce qu'on voit que dans votre index C, si j'ai bien compris, la calprotectine porte un poids énorme. Alors si on met le poids de la calprotectine, le poids d'avoir des apparentés malades, etc., qui sont des choses qu'on sait déjà depuis très longtemps, je ne sais pas si on a avancé énormément finalement. Alors, pour moi, en fait, on a quand même avancé parce que ça a toujours été des suspicions, mais ça n'a jamais vraiment été démontré. Inversement aussi, on a aussi démontré, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, qu'une augmentation de la calprotectine n'est pas forcément liée à une présence de maladie. Et en fait, avec Dan Turner en Israël, en fait, on est en train de réaliser une étude qui a regardé parmi les individus du GEM qui sont le plus à risque. On a réalisé un deuxième échantillon
de calprotectine. Et parmi les individus qui avaient une présence de calprotectine, en fait, il y a à peu près, si je ne me trompe pas, 30% des individus qui ont fait une vidéocapsule qui n'ont pas qui ont une évidence d'inflammation au niveau de cette expérience. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 70% des individus qui ont une augmentation de la calprotectine, mais qui n'ont pas d'évidence de présence de la maladie, en tout cas à ce stage. Et je tiens à préciser que tous les individus, quand ils sont recrutés, ils doivent être asymptomatiques pendant au moins 6 mois. Et le temps entre le recrutement et le développement de la maladie, pour ceux qui ont développé la maladie de Crohn, il reste à 3,5 années. Et certains individus mettent plus de 10 ans à développer la maladie de Crohn. Donc c'est quelque chose qui peut commencer vraiment très tôt et qui reste silencieux pour un temps assez important. Jean-Fred, je crois que tu avais une question. Oui, je voudrais commenter sur la calprotectine. Le problème, en fait, c'est que c'est un processus dynamique, c'est-à-dire qui commence probablement très longtemps avant le diagnostic. Et on a des marqueurs qui apparaissent 10 ans, voire 15 ans avant l'apparition de la maladie, notamment dans le sang. Et la calprotectine, finalement, ça semble être un marqueur qui apparaît plutôt dans les années pré-diagnostiques. Et c'est ce que, d'ailleurs, Jean-Pierre tout de suite note, c'est-à-dire que c'est probablement un marqueur déjà d'inflammation qui est présent. Donc, il faut faire la différence entre la prédiction de la maladie et ce qui peut causer la maladie, et puis la prévention de l'apparition clinique de la maladie, alors qu'elle est déjà présente probablement au niveau infraclinique, avec la calprotectine étant un des marqueurs. Donc ça, je crois que c'est un point important à relever. D'autre part, ce qui rend le problème encore plus complexe, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on a l'évidence qu'il n'y a pas une maladie de Crohn, mais de multiples maladies de Crohn. Quand on regarde les biomarqueurs qu'on a, et William, pareil, à la fois dans le sang, dans le microbiome, et on voit bien dans ces données aussi. Il y a probablement plusieurs groupes de maladies. Par exemple, on a identifié, nous, des biomarqueurs qui sont très spécifiquement associés au développement d'une maladie iléale et compliquée, au diagnostic, alors qu'il y a des biomarqueurs qui sont associés plutôt au développement d'une maladie colique. Et probablement, donc, le modèle prédictif sera différent, et peut-être, ce qui rend encore les choses plus complexes, la prévention sera quelque chose de différent, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et pour répondre à une des questions, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir commencer les essais de prévention? Il faut un outil, pour moi, qui soit simple, parce qu'on ne peut pas envisager un essai de prévention, notamment avec le microbiome, avec la perméabilité, etc. Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un outil sanguin et qui soit simple. Et on peut se référer à ce qui a été fait dans le diabète, où, pour la première fois, on a un médicament qui est validé dans la prévention et où la prédiction et où le recrutement des sujets est basé sur des choses simples, c'est-à-dire un test sanguin basé sur les anticorps, un test génétique et une histoire familiale. C'est tout. Donc, c'est à ça qu'il faut essayer d'aboutir. Avec une valeur prédictive dans le diabète qui est de 0,98. Hein. Merci Jean-Fred. Je vais juste remercier Williams. Merci beaucoup de s'être connecté à distance. Merci de l'intervention et de la qualité des échanges.